à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde au Village Baïsé à Paris autour du sujet du marketing 2.0 et plus précisément la réinvention de la relation client dans le secteur de l'assurance. Pour cette table ronde, nous avons donc 3 experts autour de la table. Catherine Gaucher, directrice de développement et marketing chez Mutuelle Générale des Affaires Sociales, donc la MGAS. Bonjour Catherine. Bonjour. Cette mutuelle est spécialisée dans le domaine de la santé et de la prévoyance auprès des agents de la fonction publique d'État. La MGAS est l'organisme référencé pour le ministère des Affaires sociales et pour la Direction générale de l'aviation civile. Nous avons également Alexandre Anans, directeur associé chez TNP Consultants, spécialisé notamment dans l'accompagnement des programmes d'excellence opérationnelle et de performance commerciale. Bonjour. Et Alexis Monnier, CEO de Afterdata, éditeur de logiciels de marketing prédictif. Bonjour à tous. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet avec notre première question qui est « Quels sont les enjeux stratégiques du secteur de l'assurance en 2022 ?» Alors les enjeux, je vais commencer par récapituler ce qui s'est passé en 2021 parce que 2021 a été très fédérateur pour l'année 2022. Donc, quatre événements qui me semblent être majeurs, en tous les cas, pour les mutuelles de taille moyenne et surtout en santé et prévoyance. Le premier enjeu, c'est la RGPD, qui a totalement modifié les relations qu'on peut avoir avec nos adhérents, dans la mesure où l'adhérent a pris une place prépondérante dans la relation, puisqu'il nécessite maintenant d'avoir son accord pour s'adresser à lui. Donc, son accord qui est disqué entre plusieurs types d'accords d'ailleurs, accord pour lui proposer des nouveaux produits, accord pour proposer des services, etc., etc. Donc, tout ça fait une modification. Ça a d'ailleurs commencé pour nous tous. Lorsqu'on va sur un site internet, on doit cliquer sur accepter les cookies ou pas. Donc, on est tracé ou pas, et c'est plus la mutuelle ou c'est plus l'organisme assureur qui en décide, mais bien l'adhérent qui prend possession de cette relation. Donc, on change un peu la donne dans l'esprit relationnel. Ensuite, le deuxième point, c'est l'ANI, le 100% santé. Donc, le 100% santé, dans la poursuite du contrat responsable, il a eu pour impact de niveler, ou au moins de mettre en harmonie l'ensemble des contrats responsables sur le marché de la santé. Et donc, pour un adhérent, il devient très difficile de comparer des offres, même si on est tous obligés de faire des exemples de remboursement. Le critère prix devient de ce fait prépondérant, puisque l'adhérent a globalement à peu près les mêmes offres selon les différents organismes assureurs. Donc ça aussi, ça change la donne. Ça veut dire qu'un adhérent qui est prospecté par un autre organisme, potentiellement peut changer beaucoup plus rapidement d'organisme assureur. Et donc, il devient très difficile, ou plus difficile en tout cas, de fidéliser quelqu'un. Et lorsqu'il a pris une décision de s'intéresser à une autre offre, eh bien, être là au bon moment, ça devient compliqué, puisqu'avec la RIA, autre point majeur de l'actualité des assurantiels, donc la RIA, je rappelle pour tout le monde, c'est la capacité d'un assuré de modifier son contrat, de changer d'organisme d'assureur au bout d'un an d'ancienneté. Donc, quand on voit qu'il commence à être perdu au niveau du comparatif et quand on voit qu'il peut partir au bout d'un an d'ancienneté sur un contrat, on imagine bien que pour une mutuelle ou pour un organisme assureur, il devient difficile de conserver un adhérent fidèle. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique de rétention, on va en parler plus tard. Autre point que je voulais aborder, c'est le confinement. Le confinement, alors on commence à en sortir, bien sûr, mais il a eu des impacts majeurs dans la relation avec les adhérents. Alors pour nous, petites mutuelles qui s'occupent d'adhérents qui sont présents sur leur site de travail, il a fallu se réinventer puisque l'adhérent ne pouvait plus le rencontrer sur place, il était à son domicile. Donc du coup, il faut aller vers eux et aller vers eux, c'est passer des coups de fil, de convivialité et s'occuper de la personne et non plus uniquement du contrat. Donc voilà les 4 virages majeurs pour 2022 qui font changer la politique de fidélisation de l'entreprise. Alexandre, tu as peut-être des choses à ajouter? Oui, alors peut-être pour compléter ce que dit Catherine, ce qui est intéressant et même passionnant dans le secteur de l'assurance, c'est que c'est un secteur qui est au cœur de l'actualité gouvernementale. Catherine l'évoquait. Il y a évidemment l'assurance emprunteur sur les sujets de résiliation. Il va y avoir l'assurance agricole. Il y a la protection sociale des fonctionnaires. Il y a tous les travaux autour de la santé, les travaux du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui sont de nature à bouleverser le métier des complémentaires santé et qui ont eu un large écho médiatique avec des politiques qui se sont emparées aussi
du sujet. Donc, c'est vraiment un secteur qui est au cœur de l'actualité. C'est aussi un secteur qui est en perpétuel mouvement, parce qu'il y a déjà, il continue à avoir des phénomènes d'acquisition ou de rapprochement. Là, tout récemment, la médicale qui va chez Generali. Bon, il y a de manière un peu plus lointaine, Aviva, donc maintenant Abeille Assurance, qui est racheté par la Massif et donc qui est maintenant dans l'écosystème AEMA, le rachat de Partner par Covea, des départs aussi de mutuelles de leur groupement comme la MMJ ou MGFI. Donc voilà, de la même manière, c'est ce qui rend passionnant aussi tout ça, c'est qu'il y a toujours des phénomènes de concentration ou de mouvement. Enfin, moi, de ma vision, si on raisonne de manière maintenant plus opérationnelle sur les grands enjeux des directions générales, évidemment qu'ils peuvent varier selon les typologies d'acteurs, mais globalement, pour moi, on trouve quatre natures. On trouve une nature, on trouve le RSE. Toutes les directions générales parlent de RSE et donc tous les programmes, notamment la mise en place de programmes de décarbonation. On va avoir bien évidemment tous les sujets d'expérience client et conseiller, donc autour de la culture du service, l'empathie, la culture client au sens large, évidemment le sujet des parcours, etc. Donc on va y revenir. Évidemment les sujets de performance commerciale, performance des métiers, performance opérationnelle, toujours dans cette optique aussi de rechercher des marges et des gains de productivité, encore plus, effectivement, comme l'évoquait Catherine, dans un marché aussi concurrentiel où la différenciation est aussi compliquée, il faut aussi trouver des marges de manœuvre, malgré tout financières. Et enfin, dernier enjeu, c'est tout ce qui va être lié à la transformation du SI. Donc là, on va retrouver la rationalisation, la cybersécurité et des data. Et donc toute l'exploitation de la data à des fins, notamment à des fins business. Alors justement, vous avez tous les deux évoqué un point commun qui est le changement dans la relation client. Catherine t'a parlé de ce changement opéré par la crise sanitaire et le confinement. Alexis, tu as peut-être des choses à ajouter sur ce volet-là? Alors, du côté de nos clients, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on sort de presque 2 ans de phase de confinement, déconfinement, en tout cas de grandes perturbations dans la relation client, puisque on n'avait pu échanger avec les clients ça auparavant. On n'a pas pu, dans cette période, se dépasser physiquement dans les points de vente. Les commerciaux sur du B2B n'ont pas pu aller voir leurs clients aussi librement. Et du coup, pendant 2 ans, le secteur de l'assurance a réagi très dynamiquement, s'est réinventé, mais on sort de 24 mois de réaction. On a réagi à l'enchaînement des phases qui n'étaient pas du tout prévisibles, et donc c'est un secteur qui s'est adapté comme il pouvait et de façon plutôt dynamique. Clairement, 2022, ce qu'on voit auprès de nos clients, c'est un passage de la réaction à la prévision et à l'organisation. C'est-à-dire qu'on commence à prendre un petit peu de recul. On a du coup éprouvé de façon opérationnelle de très nombreux nouveaux modes de communication, plus digitalisés parce que le contexte sanitaire a poussé. Et là, on passe à une phase un petit peu plus posée de stratégie. Et un gros enjeu de 2022, c'est quelle est la nouvelle stratégie de relation client en tenant compte des évolutions qu'ont induit ces phases de confinement, de nouvelles habitudes qui ont été prises. Certains modes relationnels anciens vont revenir, mais d'autres nouveaux vont perdurer. Et donc, on passe réellement sur une phase d'organisation et de stratégie d'une relation client qui est à réinventer. Et justement, au cœur de cette réinvention, vous l'avez tous les trois mentionné, il y a les sujets de la donnée. Est-ce qu'il y a-t-il des difficultés particulières à cette évolution pour les acteurs du secteur de l'assurance? Alors, si déjà, pour répondre à cette question, si on regarde de manière aussi un peu plus large sur les contraintes ou les risques qui pèsent aujourd'hui sur les assureurs, on va retrouver effectivement les sujets des risques numériques, les sujets réglementaires qui vont effectivement qui pèsent constamment sur les assureurs, les sujets aussi concurrentiels, comme on le disait, qui impliquent de nature, qui fait qu'effectivement il y a une très forte concurrence, c'est difficile de se différencier, donc ça implique de travailler énormément sur
l'expérience client pour trouver aussi une forme de différenciation vis-à-vis de la concurrence, mais aussi et surtout tous les sujets, ça fait écho aux enjeux de direction générale, d'évolution des systèmes d'information et de leur gouvernance pour aussi être plus agile et avoir une meilleure capacité à innover, et aussi toute l'intégration finalement de la contrainte de la gestion de la donnée dans l'architecture des systèmes d'information. Aujourd'hui, c'est cette contrainte-là, ou en tout cas, c'est sur ces enjeux-là aujourd'hui que les assureurs doivent notamment travailler. Alexis, peut-être quelque chose à ajouter? En complément des propos d'Alexandre, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est d'un côté des équipes métiers, notamment des équipes commerciales, marketing, service client, qui ont des vrais projets qui sont basés sur l'exploitation de la donnée, parce qu'on commence à avoir des vrais retours d'expérience, des solutions qui fonctionnent, qui ont été éprouvées, et donc qui voient clairement un bénéfice opérationnel qu'elles peuvent atteindre en termes de connaissance client, en termes de précision des offres, en termes de ciblage. Pour les acteurs traditionnels, il y a aussi une motivation à suivre des néo-assureurs, des entreprises plus récentes qui aujourd'hui sont très marginales sur le marché, mais qui arrivent avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles habitudes. Et donc, il y a cette volonté des métiers de rester, entre guillemets, au bout du jour et de profiter de ces nouvelles technologies parce que les bénéfices sont de plus en plus concrets. Par contre, chez beaucoup de clients, ça peut créer une forme de fracture avec des équipes data, IT, qui ont du mal à suivre parce qu'on parle de problématiques de gouvernance de la donnée, de traitement, de très gros volumes de données, de choses qui sont réellement nouvelles. Et quelque part, on caricature un petit peu, les très bonnes idées du marketing vont plus vite que la mise en œuvre technique. Et on comprend bien pourquoi. Mais chez pas mal d'acteurs de l'assurance, ça a tendance à créer une forme de fracture entre les services qui est une vraie complexité à gérer. Catherine, tu as justement peut-être une expérience concrète et opérationnelle à nous partager en tant que représentante du secteur. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a mené depuis des ans une expérience data, un vrai projet pour l'entreprise. C'est vrai qu'à la base, c'est un projet qui est poussé par le marketing. Donc, je vais revenir sur plusieurs points sur ce qui a été dit. Alors, pour le marketing, c'est hyper intéressant parce qu'il faut laisser tous ces a priori de côté et faut ne pas s'interdire d'étudier toutes les données qu'on peut avoir à la fois sectorielles et à la fois sur notre portefeuille. Donc, l'exercice est intéressant puisque là, on sort de nos capacités intellectuelles et on se laisse porter par des modèles mathématiques pour arriver à déceler des choses sur notre portefeuille. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un mapping et de ne pas s'interdire à découvrir de nouvelles choses. Voilà, on a tous des a priori, le reste à charge étant souvent quelque chose qu'on imagine être un déclenchement pour changer de mutuelle, pas forcément. Donc, du coup, déjà, le premier appui, c'est le marketing. On pose les choses et on regarde notre cartographie des adhérents en mélangeant à la fois des données qui viennent du décisionnel, mais également des données sectorielles et des données INSEE, etc. Donc ça, c'est vrai que là, c'est l'élan marketing. On est content, on a notre cartographie et on définit des critères. Et puis après, là où rentre en jeu, bon, bien sûr, l'informatique rentre en jeu rapidement parce qu'on a besoin d'eux pour intégrer ces données. Mais le message que je veux passer, c'est qu'il faut prendre son temps parce que les données, elles parlent, mais il faut les laisser parler. Et donc, il faut essayer de les comprendre et il faut surtout intégrer le décisionnel. Donc, l'équipe décisionnelle, à la base, quand le marketing dans un projet sont un peu réticents et on est un peu les troublions. Donc, il faut prendre du temps de la pédagogie parce que quand on utilise leurs données, après, quand ils commencent à réfléchir, on se disant qu'est-ce qu'ils vont en sortir de la donnée. Et là, ils s'intéressent et là, on commence à travailler sur la fiabilité ensemble de la donnée. Et là, ça commence à devenir un stade au-dessus pertinent. Donc, où là, on commence à trier la donnée, on remodifie la donnée qu'on a intégrée, on en enlève, on en ajoute des nouvelles, on l'analyse un peu différemment. Et l'idée, en fait, c'est justement d'arriver à quelque chose qui est validé par toutes les personnes d'un comité de direction. On va tous dans le même sens, à savoir la donnée, elle est fiabilisée, l'informatique va pouvoir mettre en œuvre des remontées un peu systématiques toutes les semaines, etc., de manière à ce que la donnée soit toujours à jour. C'est aussi important de se dire que ça change tout le temps avec l'aérien, on l'a dit. Donc, il faut toujours étudier son portefeuille. Et le marketing va y gagner parce qu'il va pouvoir mettre en place des campagnes qui vont être opérationnelles et qui vont être totalement en adaptation.
Et puis le point important derrière, c'est prendre son temps, choisir les bonnes données, savoir les exploiter et pas partir dans des choses qui n'ont rien à voir avec à la fois ce qu'on cherchait, par s'éparpiller et à la fois se donner des mauvaises idées. Et puis après, il faut tester avec des campagnes d'appel sortant, parce que la donnée en tant que telle, on va pas refaire des offres tout le temps. Hein. Le processus de rénovation d'une offre, il dure un an. Il y a d'essayer à faire passer des assemblées générales, etc. On a tous nos contraintes, donc on fait pas n'importe quoi avec ces offres. Mais par contre, on peut se permettre de faire des campagnes marketing, d'emailing, pour tester un peu les clics, la réaction de notre portefeuille d'assurés. Et puis derrière, des relances téléphoniques des commerciaux. Donc, cette période de confinement nous a permis à nous, effectivement, de réaiguiller un peu l'équipe commerciale, parce qu'elle ne pouvait plus sortir. Donc, on en a profité pour faire appeler tout le monde sur notre portefeuille, sur des personnes plus ou moins sensibles. Donc, on a choisi des secteurs géographiques. On a choisi en plus derrière une sensibilité à la potentielle, à la radiation, etc. Et donc, ces appels sortants, ça a permis aussi de prendre conscience que du coup, on avait des humains. On ne peut pas oublier l'humain derrière l'adhérent. Il a un petit portefeuille, donc il faut s'en occuper. Et puis, les commerciaux, ça leur a montré une autre visibilité, une grande satisfaction dans leur activité, dans le sens où en face, il y avait des gens qui étaient très surpris d'être contactés. Et finalement, même si dans les chiffres, on avait vu qu'il y avait une faiblesse, finalement, en face, ils n'arrivaient pas à l'exprimer, ces gens-là. Donc, du coup, assez facilement, on pouvait reparler de nos services, faire du lien. Vous allez bien, ça se passe bien, le confinement. Voilà, on rentre pas dans la vie de la personne, mais si elle veut s'exprimer, on la laisse s'exprimer. Et ça, franchement, ça a donné du sens au service marketing. Pour le coup, on a récupéré beaucoup de ce qui a été fait. Donc, pour résumer, dans mon expérience, c'est intégrer progressivement le décisionnel. Et puis écouter aussi les campagnes commerciales. Écouter ces petites choses qui font que du coup, ça redonne du sens à l'activité, à la campagne, à la data. Nombreux changements dans le secteur de l'assurance, mais pour parler plus concrètement, quelles seraient les principales innovations dans le secteur de l'assurance qu'on voit aujourd'hui, Alexis? Alors, par rapport à la relation client, on retrouve quelques grands leviers. On va retrouver souvent à peu près les mêmes leviers avec des niveaux de maturité différents selon les acteurs. Le premier des leviers, c'est tout ce qui va être autour des parcours. Donc la digitalisation des parcours, l'omnicanalité des parcours, et là vraiment de bout en bout, avec évidemment toutes les technologies qui permettent notamment cette digitalisation de bout en bout, ou alors j'aime pas ce mot parce qu'il est barbare, mais cette self-carisation ou cette autonomisation, c'est encore plus dur, des clients. Ça, c'est le premier point. On va retrouver aussi de plus en plus tout ce qui va être autour de l'analyse sémantique pour mieux capter aussi les interactions qu'on peut avoir avec son client, exploiter justement cette nouvelle masse de données à des fins effectivement de fidélisation en particulier, ou pour aussi mieux identifier les réclamations et agir proactivement bien évidemment vis-à-vis du client. Alors là, c'est des sujets, on va dire, plus transverses, plus complexes à mettre en place, mais c'est vraiment ce que moi j'appelle des briques de gestion de demande client. C'est un peu du case management, si on utilise un mot anglophone, mais qui est pas, ça paraît simple, mais c'est pas si simple d'arriver à tracer le parcours du client dès lors qu'il est complètement omnicanal et qu'il va utiliser différents canaux d'interaction pour traiter une même demande. Et cette réconciliation-là n'est pas simple, mais elle est absolument nécessaire pour l'ensemble des collaborateurs, parce que c'est ça qui permet la bonne appréhension de l'expérience du client. Le client, quand il appelle, il sait qu'il a appelé 4 fois pour une même demande, alors qu'il a utilisé le chat, etc., l'email, il a appelé le téléphone, parce que souvent, on a parfois des canaux complètement silotés et on a besoin de cette réconciliation. Et bien évidemment, moi là, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit, mais on va retrouver toute la partie data. Toute la partie data et les technologies qui vont permettre de mieux exploiter la data pour mieux identifier les moments de vie, mieux personnaliser son approche vis-à-vis du client, et encore une fois, avoir une démarche plus proactive, parce que on voit bien que la proactivité, elle est clé dans la capacité à fidéliser, mais aussi multi-équiper. Et dans ces changements, Alexis, quels sont les bénéfices pour les équipes marketing? Alors, sur les
pour les équipes marketing, ce qui a vraiment changé la donne, c'est la capacité, à mon sens, à anticiper le comportement des adhérents, le comportement des clients. Et quand on dit anticiper, finalement, c'est simplement que, paradoxalement, la digitalisation permet d'être plus humain. Pourquoi? Parce que quand on a des milliers, des dizaines de milliers de clients, d'adhérents, forcément, on ne les voit pas tous les jours. Et du coup, ce sont des gens qu'on connaît de façon très ponctuelle, avec lesquels on a quelques échanges physiques, téléphoniques, par mail. La digitalisation permet en fait d'avoir tout d'un coup beaucoup plus d'informations sur ces assurés. Et du coup, si on traite de façon efficace ces informations, eh bien, on arrive à avoir un niveau de connaissance beaucoup plus avancé. Et parce qu'on connaît beaucoup mieux la personne, on va être capable d'anticiper ses besoins, d'anticiper éventuellement une insatisfaction, et du coup d'avoir une approche sur laquelle, quand on va s'adresser à la personne, on ne va pas s'adresser de façon massive, on ne va pas envoyer un message identique à tous les assurés, mais on va envoyer un message pertinent, adapté à une part des assurés, ou à un nombre très limité d'assurés, parce que le niveau de connaissance qu'on a de cet assuré aura permis, de façon soit automatique, mais aura permis de lui délivrer un message adapté à une situation de mécontentement, à un besoin dû à une évolution de ses besoins, à une évolution à un moment de vie particulier. Et donc, pour les équipes marketing, c'est vraiment la possibilité d'avoir une approche réellement personnalisée et paradoxalement beaucoup plus humaine que ce qu'on pourrait avoir auparavant. Catherine, il me semble que du côté de ton expérience, il y a plutôt un enjeu dans la prévention, si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai juste le petit aparté, la digitalisation sur les outils, de toute façon, comme tu l'as dit, Alexandre, il faut s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Donc, en fait, il y a besoin de réactivité. Réactivité, c'est pas forcément source de perte de personnalisation. Réactivité, c'est pouvoir trouver les renseignements rapidement. Je pense qu'on en est tous conscients, on fait tous la même chose. Quand on veut avoir une information, on va chercher assez rapidement à l'avoir pour éviter de perdre du temps. C'est pas péjoratif de se dire qu'on veut être actif et qu'on met en place des outils digitaux. Donc, dans les outils digitaux, mais je vais revenir après à la réponse à ta question. Dans les outils digitaux, parce que j'ai vu qu'il y avait la question. Il y a le chat qui permet de répondre instantanément en ligne aux adhérents, aux prospects. Le chat, c'est pas forcément mettre en place une usine à gaz, voilà, avec quelques solutions et un gros travail des équipes, notamment écoute des plateaux téléphoniques et écoute de la gestion, on peut arriver à rapidement faire en sorte que une quinzaine de questions récurrentes sont posées de manière systématique quand quelqu'un arrive sur notre site internet. Je parle plutôt du côté adhérent, parce qu'on est plus sur l'expérience de l'adhérent. L'adhérent, quand il va sur son compte en ligne, il va systématiquement chercher la carte de tiers payant, les remboursements, les avantages, etc. Donc, la modélisation de ces questions en fait un projet où derrière le chat est utile. Donc, on n'a pas de super personnalisation, mais pas des équipes en face 24 heures sur 24. Par contre, on arrive à satisfaire quand même bien 70% des gens qui se rendent sur notre site internet. Donc, un chat, déjà, c'est une avancée digitale dans la technologie. Après, il y a tout le système de rendez-vous en ligne. On est tous habitués maintenant à prendre nos rendez-vous médicaux sur Doctolib. Voilà. Donc, du coup, quand il n'y a plus personne en face, qu'on ne peut plus aller rendre visite à notre prospect ou qu'on ne peut plus rendre visite à notre adhérent, et la solution de rendez-vous en ligne, elle est tout à fait transposable au secteur de l'assurance et elle permet d'avoir aussi rapidement un rendez-vous. Et derrière, qui dit rendez-vous, dit lien personnalisé. Et qui dit rendez-vous avec un lien personnalisé, dit je suis tranquille chez moi, je peux parler de mes soucis d'argent, mes soucis de santé à un interlocuteur et je ne suis pas écoutée par un collègue ou dans une agence par quelqu'un d'autre. Donc, on retrouve quelque part une certaine confidentialité alors que l'outil, à la base, est un outil plutôt techno. Du coup, pour répondre à la question sur l'adhérent et la prévention, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que on parle multi-équipement. Certes, faut pas se leurrer, hein, la data, ça nous sert avant tout à des fins, on va dire, un peu mercantiles. Mais derrière, si on commence à regarder la situation de l'adhérent et ce qu'il achète dans son contrat, il y a tous les services. Et donc, du coup, l'avantage de la digitalisation, c'est aussi de pouvoir offrir, voire pousser
des services liés à du coaching, liés à de l'assistance en cas d'immobilisation, etc. Et à faire que l'adhérent, dans son espace sécurisé, peut retrouver l'ensemble de ces services et accéder facilement. L'exemple le plus concret, c'est la téléconsultation, qui a explosé progressivement durant les 6 derniers mois et qui va continuer. Quasiment toutes les mutuelles l'ont mis en illimité. Ça veut bien dire que la digitalisation a de l'importance et ça aide au parcours de soins. Après, on pourra évoquer plus longuement en fin de séance tout ce qui est prévention et proactivité d'une mutuelle. Justement, avant de donner la parole via le chat à vos questions, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous partager les perspectives, vos visions du futur de l'assurance? Alexandre. Non, mais c'est peut-être par rapport à ces sujets, effectivement, de la donnée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en tout cas, et on en parle de plus en plus, encore une fois, dans les médias, c'est que la crise a encore plus sensibilisé les clients dans la gestion et l'exploitation de leurs données. Donc, on voit bien tout ce que dirait Alexis ou Catherine, que ces données-là, elles sont utilisées à des fins pour mieux appréhender l'expérience du client, pour mieux évaluer son expérience, pour évidemment avoir une approche plus personnalisée, leur pousser des services. Donc, il y a quand même aussi, évidemment, il y a une approche mercantile, mais pas que. Mais pas que. Et, mais cette capacité, cette exploitation-là et la démonstration qui est faite du client que l'utilisation qui en est faite de ces données, elle a une valeur ajoutée pour lui, je pense, peut s'avérer un terme, en tout cas, complexe. En tout cas, c'est une contrainte et un point, je pense, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et qu'il faudra sans doute prendre en compte de plus en plus. Cette réponse, je suppose qu'elle vaut. En complément, je partage tout à fait, mais on voit parfois une forme de paradoxe, c'est qu'on a à la fois des clients, des adhérents de l'assurance, parfois la même personne, qui à la fois va souhaiter imposer de fortes limites à l'usage des données qu'il a fournies à son assurance, et c'est légitime, mais qui à la fois va également trouver absolument insupportable qu'on lui adresse un message mal ciblé ou qu'on lui propose un produit qui ne lui correspond pas, parce que pour les données qu'il a mis à disposition et qu'il a autorisé à utiliser, par contre, il va considérer qu'il a fait un effort, qu'il a donné une information, quelque chose qui a une valeur, c'est une part de son intimité qu'il a livrée, et donc qu'il considère comme inacceptable qu'on n'en fasse pas un traitement approprié et que ce ne soit pas utilisé pour justement lui proposer le service adapté au bon moment. Ça peut être des personnes différentes, mais parfois ça peut être la même personne. Et donc on se rend compte qu'en effet, l'utilisation de la donnée devient quelque chose de réellement sensible parce qu'à la fois on fixe de fortes limites, mais on en attend aussi beaucoup. Je passe donc aux questions qui ont été proposées via le chat. Tout d'abord, par rapport au coût des solutions, quel bénéfice mesuré, quel ROI? Alors, le ROI, le ROI d'une solution, c'est toujours quelque chose qui est très difficile à estimer, mais pour ne pas vous faire une réponse, une langue de bois, il y a un abac un petit peu, alors à condition d'avoir mis en place une solution qui correspond à l'entreprise, qui correspond aux ressources. Il y a des outils pour lesquels le service informatique peut être quasiment totalement autonome et a besoin d'extrêmement peu de sollicitation d'une équipe data. Il y a d'autres solutions qui sont réellement des projets d'entreprise sur lesquels il faut une implication globale, donc il faut bien choisir son outil, mais à condition d'avoir fait le bon choix. On considère généralement que pour 1 euro investi dans une solution prédictive, on va générer 10 euros de bénéfices, de chiffre d'affaires, de l'autre côté. Voilà, ça c'est un ratio un petit peu courant dans ce secteur. Je veux juste ajouter, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que le ROI est très variable en fonction de la largeur de nos offres, puisque dans ce type d'outil, le ROI, c'est vite la capacité de multi-équipement. Donc, si on part sur vraiment un ROI rapide, il faut voir si on est capable d'avoir des partenaires ou des offres suffisamment larges pour multi-équiper.
Ça, c'est un point hyper important. Si on part sur un ROI plus sur une capacité de rétention, par contre, il faudra se laisser le temps. Voilà, moi, j'ai l'exemple concret d'un élu qui va arriver avec la liste des radiés, qui va aller qui va me demander une extraction de mon outil data, voir si le pourcentage il était aussi élevé que ça, ce qui pourrait expliquer que, etc. Oui, ça on l'aura, mais c'est pareil que ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, il faudra laisser le temps aux données quand même de s'exprimer, et il faut laisser aussi la chance à nos campagnes d'avoir un impact. Donc, ce ROI là, par contre, à mon avis, c'est 8 à 1 an pour l'avoir. Mais de toute façon, on est tous obligés de mettre en place des campagnes de rétention. Donc, j'allais dire au moins, là, ça se déroule assez facilement, et c'est un vrai projet d'entreprise que de retenir ces assurés. Et peut-être juste pour terminer, alors je pense peut-être une porte ouverte en disant ça, mais c'est effectivement complètement en phase. Pour évaluer le ROI, il n'y a pas, si on veut le faire de manière quanti, il n'y a pas 15 milliards de solutions. C'est exactement ce que tu évoques. Après, ce qui rentre en jeu aussi, c'est quel gain aussi en termes d'expérience du collaborateur. Si derrière il y a une expérience du collaborateur qui est satisfaisante et qu'il a le sentiment, en tout cas, que dans ses interactions avec les clients, la data est en train de l'aider, je pense qu'en tout cas, on peut présumer qu'il y aura des bénéfices. Mais les deux approches sont nécessaires, mais en tout cas, c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Je pense que parfois, voilà, il y a une appréhension qui n'est pas forcément toujours très, très limpide et très claire, et c'est du changement à faire. Mais si vraiment elle est au service de l'expérience du collaborateur, je pense que là-dessus, on a globalement gagné. Deuxième question, le marketing prédictif ne concerne-t-il pas uniquement les plus grands groupes du secteur, et est-ce que c'est vraiment pertinent pour une mutuelle de taille intermédiaire? C'est une question pour moi. Je ne vais pas remettre en cause ce que j'ai mis en place au niveau de la mutuelle. Oui, après, il faut, voilà, comme dans chaque projet, dans n'importe quelle structure, il faut s'adapter à sa taille. Il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Et donc, ces objectifs, il faut les caler par rapport à la taille de la mutuelle. Mais on va dire, après, je ne vais pas parler de budget parce que c'est pas le lieu, mais en tous des cas, l'acquisition d'un outil et la connaissance parfaite de ses adhérents, ça me semble être du coup maintenant le b.a.-ba d'une entreprise, donc quel que soit du coup le secteur d'activité. Donc non, je pense que c'est franchement indispensable. C'est vrai que ça redonne aussi du mot au service marketing qui est quand même un peu contraint et qui a peu d'innovation possible parce que assez rapidement on est coincé par l'aspect réglementaire, coincé par les outils, coincé par d'autres projets qui tiennent une mutuelle parce qu'on a toutes ces échéances à passer, le renouvellement, etc. Et donc du coup et ça c'est une très bonne idée d'ailleurs, le souffle que ça donne à une équipe marketing, à une équipe développement, c'est vraiment intéressant comme retour. Donc, je pense que c'est un beau projet d'entreprise et que à l'heure où on a une concurrence accrue, on sait tous qu'il vaut mieux garder ses adhérents le plus longtemps possible. Et donc, c'est un vrai enjeu. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est adaptable, transposable en fait à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille. Je pense que sur la taille de l'entreprise, un enjeu principal finalement, c'est le besoin de fidéliser des adhérents, le besoin de compléter des ventes, tout le monde là. Par contre, il y a une vraie question autour du choix de la solution et ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, bien valider quels sont les prérequis en termes de ressources techniques et les solutions du marché. Il y a un éventail très très large de solutions qui sont très très peu consommatrices de ressources techniques internes, à des outils qui nécessitent de très fortes ressources internes. Donc, il faut bien choisir un outil adapté à son organisation et à sa stratégie. Il faut vraiment penser à se faire accompagner sur toutes les phases, quitte à choisir un interlocuteur qui a déjà l'habitude de notre secteur d'activité, qui est proactif dans les campagnes. Il nous dit déjà en faire tous les temps, qu'on se pose pas des questions et qu'on soit vraiment soutenu et qu'on ait le coup de fil, la hotline en permanence pendant 1 an à 2 ans systématique pour que du coup le service marketing ne tâtonne pas et se perde pas dans les données. Quels autres usages de la data simplement économiques? On a peu parlé de la prévention, mais c'est vrai qu'on a un peu, c'est mon sujet, c'est le sujet de tous. Non, je pense qu'en fait, surtout pour les mutuelles de taille moyenne, j'allais dire, la prévention et la capacité d'être proactif, je pense que c'est vraiment un sujet
des mutuelles et des organismes complémentaires. On sait qu'avec la grande sécu, on est quand même pas mal secoué. Donc, quel est le rôle d'une mutuelle finalement vis-à-vis de ses adhérents à long terme? Je pense que là, il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire, tout en respectant le secret médical. Et les données, elles nous permettent quand même de savoir si elles sont bien étudiées, qu'une personne qui a eu telle pathologie, potentiellement, elle aura une autre pathologie en conséquence. Voilà, il y a des risques malheureusement qui s'entraînent. Et du coup, même s'il y a une part de la population qui va rester un peu fragile là-dessus et qui va pas apprécier effectivement qu'on utilise ces données parce que c'est mes données, parce que j'ai pas envie de savoir, etc. Je pense que quand même, comme pour l'automobile, il va y avoir dans l'assurance automobile, ça existe déjà beaucoup et ça fait partie des mœurs, il va y avoir un besoin et une nécessité des mutuelles à être proactifs aussi sur le parcours. C'est-à-dire, mais en fait, vous saviez que j'avais eu ça comme pathologie et en fait, votre rôle, c'est peut-être de me dire qu'il faut que je fasse de la prévention pour autre chose qui va arriver. Donc, plutôt d'être dans l'immédiateté, de dire j'ai besoin, j'ai eu quelque chose, j'arrive pas à m'organiser, ça c'est les mutuelles actuellement, hein, les organismes assureurs actuellement, se dire je sais qu'il va vous arriver quelque chose, donc si vous en êtes d'accord, je vais vous aider en prévention à vous accompagner sur un parcours qui risque de pas être facile. Voilà. Et du coup, la donnée, alors on n'en est pas là, hein, mais il y a quand même quelques projets en cours. La donnée, elle va servir à mon avis à ça, et du coup, ça va peut-être redorer un peu l'image de marque de tous les organismes assureurs. Voilà, on a un peu du mal à trouver du sens au-delà des remboursements. Moi, je suis totalement aligné là-dessus, et je pense effectivement que ça concerne d'ailleurs pas que les assureurs de personnes, mais tous les compagnies, même généralistes, parce que globalement, c'est peut-être un peu moins le cas de la santé, puisqu'il y a des remboursements entre guillemets fréquents, mais dans l'assurance, la fréquence des contacts avec un client, elle est structurellement faible, comparé à la banque ou autre. Donc, de toute façon, il faut aussi trouver, là je le dis de manière peut-être un peu plus crue, mais c'est comment j'arrive à enrichir cette assise relationnelle un peu que je peux avoir avec mon client, et cette fréquence de contact. Et moi, je pense que cette fréquence de contact, si on veut qu'elle soit évidemment à valeur ajoutée, elle passe principalement même, je dirais, par la prévention, plus que par la communication, marketing un peu classique. Et vraiment dans une approche, oui, servicielle. Et ça peut être même, voilà, c'est comme moi, si on raisonne même en tant que client soi-même ou adhérent, moi, je sais que, bon, après, chacun effectivement est sensible par rapport à l'exploitation de sa donnée, mais moi, je pense que c'est vraiment une approche effectivement qui permet de donner du sens et qui donne vraiment une vraie valeur ajoutée à tous ces acteurs. En tout cas, merci à tous pour votre partage. Merci Catherine Gaucher, directrice du développement et marketing de la FGD. Pardon. Merci Alexandre, directeur associé chez TNP Consultant, et merci Alexis, CEO de After Data. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.